Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons vous proposer de démarrer ce conseil municipal. Alors, nous sommes au complet, je n'ai pas de procuration. Simplement, avant de désigner notre secrétaire de séance, de vous faire les traditionnelles informations communication et que nous déroulions l'ordre du jour, vous avez pu constater que nous sommes équipés d'un nouveau système de micro très moderne. Pour les anciens élus qui ont connu l'ancien système filaire, là on fait un bond dans le temps. Alors juste quelques petites consignes d'utilisation. Tout d'abord, si vous devez les déplacer, ne tirez pas sur le col de cygne, mais utilisez bien le socle. En principe, ils ont été allumés et si vous avez touché l'écran, vous pouvez voir pour ceux d'entre vous qui partagez un micro que vous avez normalement votre nom qui s'affiche chacun de votre côté. Donc vous avez deux touches. Si vous souhaitez prendre la parole, il faut donc appuyer sur la touche qui correspond à votre côté. Votre nom s'affichera en l'occurrence donc sur l'écran que j'ai devant moi, ce qui me permettra de n'oublier personne. Et donc je vous donnerai la parole au fur et à mesure. Si vous avez appuyé par mégarde, vous réappuyez et donc ça s'en va. Donc c'est pour ça qu'on vous a positionné provisoirement ainsi, au moins pour ce conseil et pour le prochain. On verra s'il y a nécessité de modifier la disposition de la salle. À ce moment-là, on demandera à nos services de reprogrammer les micros, puisque chacun a son nom qui est rentré dedans. Voilà. Je vous propose pour ce conseil de désigner comme secrétaire de séance Stéphane Boucher et comme secrétaire de séance suppléant Jean-Michel Bousquet. Avant les traditionnelles communications, donc deux informations qui vont prendre un petit peu de temps, mais ça a de l'importance. Vous dire tout d'abord que nous avons expérimenté sur la commune pour la première fois le dispositif de rappel à l'ordre ces derniers jours avec Laurent Dupuis-Barter, donc qui est l'élu en charge de la sécurité. Il s'agit d'un dispositif qui nous permet de convoquer, en l'absence de dépôt de plainte, des mineurs notamment, mais pas que, qui commettent des petites incivilités sur le territoire communal. Il se trouve que juste avant le confinement, début mars, un certain nombre de jeunes, une trentaine de jeunes, s'étaient introduits dans l'enceinte du stade municipal la nuit, alors qu'un arrêté interdit la fréquentation de cet espace la nuit, et que suite à du tapage, la police nationale s'est donc déplacée et une partie de ces jeunes ont fait l'objet d'un contrôle de police. La ville, ayant signé la convention avec le procureur pour pouvoir mettre en œuvre le rappel à l'ordre, n'a donc pas porté plainte et a décidé de convoquer ces jeunes. Ce que nous avons fait donc avec Laurent Dupuis-Barter, nous en avons reçu à l'heure actuelle 9 pour être exact. Il nous en reste encore un à voir. 2 d'entre eux ne se sont pas présentés. Ils feront donc l'objet d'un signalement au procureur. Donc le principe du rappel à l'ordre, c'est que le maire, en vertu donc de cette convention et de ses pouvoirs de police, donne un certain nombre d'informations et plus exactement tire les oreilles des contrevenants pour leur expliquer qu'effectivement on ne s'introduit pas dans des lieux qui sont interdits. On ne saccage pas le matériel municipal qui est un matériel collectif. Et on ne fait pas de tapage nocturne car il y a des gens qui travaillent et qui souhaitent dormir la nuit. Globalement, je dirais que le message a été compris et entendu par les jeunes que nous avons reçus à 1 ou 2 exceptions près. Et donc, comme je vous le disais, ceux qui ne se sont pas présentés spontanément à cette convocation feront l'objet d'un signalement au procureur. Nous regrettons beaucoup qu'ils ne soient pas venus. La plupart donc étaient mineurs au moment des faits. Ils sont venus donc avec leurs parents. Et nous avons essayé de tenir un discours ferme mais bienveillant pour que ce genre de faits ne se reproduisent pas. Deuxième point que nous souhaitions aborder, c'est le plan de reprise d'activité de la commune. Lors du précédent conseil, qui était le conseil d'installation, nous aurions déjà pu faire ce point, mais ce n'était pas vraiment l'objet, puisqu'il répond à une procédure tout à fait particulière. Vous dire aujourd'hui qu'à plus de 80%, les agents de la mairie donc, ont repris le travail. La plupart en présentiel, une partie en alternance en présentiel et en télétravail.
Aujourd'hui, seuls 2 accueils sont ouverts et reçoivent sans rendez-vous. Il s'agit de l'accueil général de la mairie et de la police municipale. Tous les autres services, à cette étape, ne reçoivent que sur rendez-vous. Progressivement, nous réouvrons un certain nombre de services puisque le protocole sanitaire est quand même extrêmement contraignant, que notre personnel municipal n'est pas extensible à l'envi, hélas. Et donc, certains services ont réouvert, comme la bibliothèque ou la ludothèque, en mode un peu dégradé, sous forme de prise de commande par téléphone ou par Internet, et un système ensuite de drive, j'aime pas beaucoup le mot parce qu'il est anglais, mais on vient chercher la commande qu'on a passée. Alors c'est tout frais, normalement, la bibliothèque devrait réouvrir, à ma connaissance, aux alentours du 22-23 juin, c'est-à-dire qu'à nouveau les administrés pourront se rendre dans les locaux de la bibliothèque, bien sûr toujours avec le respect des gestes de barrière et en accueillant un nombre limité de personnes. Le cinéma reprendra ses activités aussi à compter du 22 juin. Pour la petite enfance, un certain nombre de contrats ont été re-signés avec les familles, puisque certaines familles ne reprenant pas à temps plein, ils n'avaient pas les mêmes besoins qu'auparavant. Donc nous avons signé des contrats provisoires et temporaires avec ces familles, et les accueils collectifs ont pu en partie être réouverts avec des capacités limitées, puisque un groupe ne peut pas dépasser 10 enfants. Donc nous avons essayé de faire au mieux pour faciliter la vie des familles, et ça n'a pas été simple. Je laisserai tout à l'heure la parole à Éric Fabre, qui vous expliquera notamment sur la partie scolaire et périscolaire les difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés. Pour finir, vous dire aussi que, comme dans beaucoup de villes, nous avons constaté que la période de confinement avait mis en difficulté financière un certain nombre de familles, en particulier les familles les plus pauvres de la commune, qui faisaient manger leurs enfants à la cantine. Or, bien évidemment, le prix qui est facturé à ces familles est très en dessous du prix réel du repas. Par conséquent, nous avons pris la décision, et ça a été voté en conseil d'administration du CCAS, d'attribuer une aide forfaitaire sous forme de chèque multiservice de 100 € par enfant qui fréquentait la restauration scolaire avant le confinement pour l'ensemble des familles qui relèvent des tranches 1, 2 et 3, c'est-à-dire les familles les plus modestes de la commune. Donc ces familles ont été informées par différents canaux, notamment l'espace famille, un système d'alerte SMS. Certaines ont été relancées, car à notre grande surprise, elles ne se sont pas manifestées alors qu'elles pouvaient en être bénéficiaires. Donc nous avons relancé ces familles en leur disant nous avons cette aide à votre disposition, n'hésitez pas à venir la chercher. Donc c'est bien 100 € par enfant pour la période du confinement. Donc si vous avez 2 enfants ou 3 enfants et que vous êtes dans une de ces tranches, c'est bien évidemment 200 ou 300 € sous forme de chèque multiservice. Donc les rendez-vous sont pris auprès du centre communal d'action sociale et les familles donc viennent retirer leurs chèques qu'elles peuvent ensuite faire valoir. Il s'agit de chèques qui peuvent être exclusivement utilisés pour de l'alimentaire et des produits d'hygiène. Et je vais laisser donc la parole à Éric Fabre qui va vous faire un petit point sur tout ce qui concerne les éléments scolaires et périscolaires. Alors il faut que vous demandiez la parole, Monsieur Fabre, pour que je puisse vous la donner. Il faut appuyer sur votre bouton. Ça fait vraiment bizarre. Hein. Bonsoir à tous. Oui, donc assez rapidement, un point sur la reprise au niveau des écoles, au niveau des APS, des LSH, et puis une petite partie sur la reprise de la vie associative également. Donc tout d'abord pour les écoles, vous précisez que ce qui a été pris en compte, c'est une stricte prise en compte du protocole sanitaire qui a à mettre en œuvre. Ça a été pris en compte en lien avec les enseignants, les inspecteurs et l'inspecteur d'académie. À un moment donné, vous allez m'entendre souvent parler du protocole sanitaire et vous allez voir à quel point ça nous a contraints. Par exemple, quand le ministre annonce 15 enfants par classe, les parents entendent 15 enfants par classe. Entendez que dans certaines de nos classes, on ne pouvait pas en accueillir plus de 8 parce qu'il faut 4 mètres carrés par enfant. Donc des classes de 40 mètres carrés avec les placards, etc. On ne pouvait pas en accueillir davantage. Les parents ont entendu 12 à 15 enfants par classe. Mais pourtant, la réalité n'est pas celle-là. L'éducation nationale a défini au tout début de la reprise, c'est-à-dire le 11 mai,
des parents dits prioritaires ainsi que des niveaux de classe prioritaires. L'inspecteur d'académie a bien précisé en priorité les grandes sections, les CP et les CM2. Donc en fonction du nombre de salles que l'on pouvait ouvrir, les enseignants ont accueilli les enfants de grande section pour les maternelles, de CP et de CM2 pour les élémentaires, le nombre de jours qu'ils pouvaient le faire. Il se trouve que nous, ça correspondait à 2 jours par semaine. Certaines communes, ça n'a pas été ça. Au tout début, 2 jours par semaine, CP, CM2, grande section, ça a tenu pour tous les parents qui souhaitaient vraiment que leurs enfants reprennent. D'autres parents n'ont pas fait ce choix-là. Il faut dire que le mot volontariat, reprise au volontariat des familles, ça n'a pas aidé les familles à décider. Donc nous avons ouvert toutes les classes qui nous étaient possibles d'ouvrir avec les moyens humains dont nous disposions. Parce que tous nos agents n'avaient pas repris et les contraintes sanitaires qui faisaient que, par exemple, une classe qui devait passer au sanitaire, il fallait à tout prix un agent qui passe derrière, qui désinfecte, qui nettoie, etc., etc. Un passage aux toilettes en classe élémentaire, c'est en ce moment 40 minutes. Voilà, c'était juste à titre d'information. Ensuite, dans un deuxième temps, le ministre a demandé une ouverture plus large, le plus large possible. Oui, mais on s'attendait à ce qu'il annonce un protocole allégé. Ça n'a pas été le cas. Donc toujours avec le même protocole, avec le même nombre d'agents, il a fallu ouvrir davantage. Alors il se trouve qu'on a quelques agents qui sont revenus. Et donc on a calculé, on a vu combien de salles de classe on pouvait ouvrir dans chaque école. Ce qui nous a amené à ouvrir 3 classes à l'élémentaire Luzerne et 4 classes à l'élémentaire Centre. Ce qui a permis, toujours le même calcul de la part des enseignants, en fonction du nombre de salles ouvertes pour accueillir donc les CE1, les CE2 et les CM1, un certain nombre de jours de classe ouverts aux parents. Dans le même temps, l'inspecteur d'académie demandait à ce que certains enfants, dits de parents prioritaires, soient accueillis. Au tout début du déconfinement, les enfants prioritaires, c'était ceux qui avaient 2 parents prioritaires. Et puis finalement, il a ouvert à un seul parent prioritaire pouvait faire que l'enfant était accueilli. Je ne vous dis pas la panade dans laquelle ça nous a mis. Je vous donne un exemple. Enfant prioritaire, enfant de soignants et apparentés. C'est dit comme ça, enfant de parents et enfant de soignants et apparentés. Qu'est-ce qu'on fait d'un enfant de dentiste qui ne fait rien pour soigner le Covid? Il est prioritaire ou il ne l'est pas? Moi, je vous pose la question, c'est ce à quoi on a été confrontés. Les enfants prioritaires étant ceux dont les parents travaillaient effectivement pour la résolution de la crise. Donc, on a été confrontés à ça. On a travaillé en très bonne intelligence avec les enseignants. L'idée était d'accueillir le maximum d'enfants possible. Certains élèves, pour le coup, n'ont pu être accueillis qu'1 jour par semaine. Voilà, c'est le nombre de classes, etc., faisait que certains ont pu accueillir qu'1 jour par semaine. À l'heure actuelle, sans modification du protocole, il sera impossible d'ouvrir des classes supplémentaires. Parce que le problème des passages aux sanitaires est trop compliqué à résoudre. On attend tous un allègement du protocole. Beaucoup d'élus l'ont demandé. J'espère qu'on sera entendu. Dans le même temps, on a ouvert, une semaine après, une classe dans chaque école maternelle, de manière à pouvoir accueillir des enfants supplémentaires, pas n'importe lesquels. Parce que dans le même temps, on a essayé d'ouvrir un centre parascolaire. D'accord, c'est du temps scolaire, mais assuré par la municipalité. On ne pouvait pas l'ouvrir n'importe où, il fallait un lieu où on puisse accueillir des enfants dans des bonnes conditions, mais qui ne soient pas les écoles étant déjà occupées. Donc le choix s'est porté sur la source. Et à la source, la taille de l'espace fait que l'on peut accueillir que 20 enfants, 20 élèves, pas plus. C'est la taille, 4 mètres carrés par enfant, on ne peut pas accueillir plus de 20. Donc l'idée, ce qui nous a amené à accueillir, pour soulager un petit peu les enseignants dans les classes, les enfants dont les parents sont prioritaires et que les enseignants avaient du mal à accueillir. Donc nous, on les a accueillis jusqu'à la semaine dernière, maternelle et élémentaire. On a eu entre 7 et 18 gamins, 18 enfants présents sur la source. D'accord. Maintenant, on a ouvert une classe maternelle dans chaque école maternelle en plus. Tout ça, c'est parce qu'on a des agents qui reviennent au fur et à mesure, hein, parce qu'ils ont leur conjoint qui a pu reprendre, etc. Enfin, leurs enfants peuvent être accueillis eux aussi dans les écoles. Ça fait qu'on a des retours d'agents. Donc, en maternelle, on a une classe de plus ouverte dans chaque école maternelle.
Ce qui fait que les enfants de maternelle qui étaient accueillis à la source sont accueillis maintenant les 4 jours dans les écoles. D'accord ? Cela nous libère des places à la source maintenant pour pouvoir de nouveau accueillir certains enfants d'école élémentaire qui seraient en besoin évident. On en reparlera certainement sur une délibération qui passera après. Je tiens à remercier tous les personnels qui ont œuvré et qui continuent de le faire afin de permettre cet accueil dans des conditions particulièrement contraignantes. Comme l'ont souligné bon nombre d'élus et même le conseil scientifique, il conviendrait d'alléger ce protocole afin de permettre un retour des élèves à l'école. Et contrairement à ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement, non, ce n'est pas une surinterprétation de ce protocole. Nous n'avons fait que le respecter. Je vous signale qu'elle avait dit que c'était les enseignants et les collectivités qui avaient surinterprété le protocole. Nous, on n'a fait que respecter strictement ce qu'elle nous demandait de faire. Voilà. Ça, c'est au niveau des écoles. Je vais à la louche, je pourrai répondre aux questions si vous avez besoin. Au niveau des APS, accueil du matin, du midi et du soir, on a fait avec nos moyens, afin de respecter toujours le protocole sanitaire. Nous avons ouvert un APS sur chaque école maternelle afin d'accueillir les enfants de parents prioritaires, dans un premier temps. Depuis le retour de certains agents, en ayant la certitude de ne pas avoir à revenir en arrière, parce qu'on avait toujours la crainte de devoir ne plus rendre des services qu'on était en train de rendre. Maintenant, on est sûr qu'on va pouvoir fonctionner comme ça. Nous avons ouvert à tous les APS dans chaque école, matin et soir. Par contre, nous ne sommes pas en mesure d'ouvrir les ALSH du mercredi, qui se déroulent toujours à la source et qui sont toujours réservés aux enfants des parents prioritaires. Nous avons enfin décidé d'ouvrir les ALSH de cet été. Les conditions d'accueil sont très changeantes, très incertaines. Mais je remercie encore une fois les équipes qui travaillent sur toute éventualité possible. Sincèrement, on ne sait pas combien on va avoir droit un encadrant pour combien d'enfants, on ne sait toujours pas. D'accord, on a appris par exemple que les enfants ne pourraient pas aller à la piscine, par exemple. Donc c'est vraiment incertain pour établir les programmes et pour en particulier recruter le nombre d'animateurs nécessaires. Voilà pour les APS et l'école. Rapidement au niveau de la vie associative. À l'annonce du confinement, toute la vie associative s'est arrêtée. À la première annonce du Premier ministre permettant des regroupements sur l'espace public de moins de 10 personnes en extérieur, nous avons permis aux associations, sous réserve de présentation d'un protocole de reprise, de relancer leur activité. Ainsi, la SH Tennis a été la première association à recommencer les activités en mode réduite, parce que je ne vous dis pas les protocoles de reprise, à quel point ils sont drastiques. Depuis, d'autres ont enchaîné et nous avons permis la reprise aux associations, en particulier sportives, qui nous l'ont demandé. Dans le même temps, les agents de la collectivité sortent eux aussi du confinement. Cela permet d'envisager la réouverture de certaines salles, voire certains gymnases, pour une reprise en douceur de certaines activités. Et je peux vous annoncer ce soir, vu qu'on était avec Cathy Morel tout à l'heure en réunion et avec les services, que les associations vont recevoir un message pas plus tard que demain, leur annonçant que certaines salles vont pouvoir être réouvertes dans certaines conditions qui sont drastiques, mais pour leur permettre de, en particulier, mettre en place certaines réunions peut-être pour préparer la rentrée suivante, voire de recommencer certaines activités. Nous permettons autant que possible aux associations de fonctionner, mais ne nous berçons pas d'illusions. Le retour au fonctionnement d'avant le 11 mars, 15 mars, n'est pas tout de suite, n'est pas pour tout de suite, sauf annonce contraire du gouvernement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. À titre d'information également, la piscine intercommunale avec Ésine Le Pincent, Le Haillan va rouvrir aussi, mais selon des modalités très contraignantes. A priori, va ouvrir le 23 juin, j'ai bien dit a priori parce qu'il fallait encore caler quelques petites choses. Les informations seront données rapidement. À titre d'information, pas plus de 60 baigneurs à la fois, par rapport à une jauge qui est beaucoup plus importante que ça d'habitude. Voilà les contraintes du protocole sanitaire. Je ne ferai pas de commentaires, mais j'aimerais bien qu'on applique de temps en temps le protocole restaurant dans certaines de nos salles. Merci. Merci Monsieur Fabre pour ce point complet. Vous dire qu'effectivement, une des difficultés à laquelle nous sommes heurtés, ça a été l'incompréhension de certaines fédérations de parents d'élèves qui ne comprenaient pas pourquoi nous n'accueillions pas les enfants comme avant le confinement. Et effectivement, le protocole sanitaire est tellement contraignant
que dans certaines écoles, on ne pouvait pas ouvrir tout simplement parce qu'on n'avait pas, par exemple, le nombre de sanitaires suffisant. On a certaines écoles qui sont un petit peu anciennes, je pense en particulier à la maternelle centre, où voilà, l'accueil est extrêmement réduit. Donc ça va nous amener, bien évidemment, lors des rénovations de nos établissements scolaires, à repenser la manière dont on appréhende les sanitaires, peut-être à prévoir des sanitaires supplémentaires, puisque dans certains cas, on a été obligé de condamner un sanitaire sur 2. Quand vous condamnez un sanitaire sur 2, Eric Fabre vous l'a expliqué, hein, une classe qui passe au sanitaire complète, c'est 40 minutes. 40 minutes sur une demi-journée d'école, ça fait beaucoup, ça laisse plus beaucoup de temps pour les apprentissages. Donc tout ça est effectivement très compliqué et il vous l'a dit, même pour la vie associative, ce sera en mode un peu dégradé, c'est-à-dire qu'il y aura a priori un seul WC disponible et encore c'est pas sûr. Donc on est vraiment très très contraint. Les protocoles par exemple prévoient que les produits virucides qui sont appliqués, on doit les laisser agir 25 minutes. Vous imaginez, vous passez, enfin les agents passent, nettoient des toilettes et on est obligé d'attendre 25 minutes pour qu'une autre classe ou un autre groupe passe. Donc tout ça fait que dans la pratique, c'est très joli sur le papier, mais dans la pratique, ça s'avère extrêmement compliqué. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire là-dessus. Y a-t-il éventuellement des questions sur ce sujet ? On a essayé d'être aussi complet que possible. Bien évidemment, l'idée, c'est de desserrer progressivement l'accès à nos équipements municipaux. Au niveau de la culture, bien sûr, tout a été suspendu. Donc la salle de l'entrepôt aujourd'hui ne réouvrira probablement pas avant la rentrée, si ce n'est pour accueillir du cinéma. Tout ce qui était festival, tout ça a été annulé. On se pose des questions peut-être pour le cinéma en plein air. Peut-être qu'en fin d'été, si le protocole se dessert, peut-être qu'on pourra faire 1 ou 2 séances de cinéma en plein air. Bref, c'est un peu compliqué d'arriver à se projeter à moyen terme, puisque ça évolue quasiment tous les jours. Voilà. Si le cinéma est prévu d'ouvrir, mais dans la salle de l'entrepôt. Alors nous avions des séances de cinéma en plein air qui étaient programmées cet été, donc on verra si c'est possible. On essaiera dans la mesure du possible de le faire. Mais c'est vrai que on pense aux enfants qui vont fréquenter nos accueils de loisirs cet été. Pas de sortie en bus, pas de piscine. Ça ne va pas être forcément très amusant pour eux. Voilà. Nos équipes font preuve de beaucoup d'imagination et vont essayer vraiment de leur trouver des activités sympathiques. Mais bien évidemment, ça ne sera pas du tout à l'image de ce qu'on propose habituellement sur ces accueils de loisirs l'été. Voilà. Oui, voilà, sauf à ce que effectivement le protocole se dessert de manière tout à fait importante dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc voilà pour ce sujet. Comme il est de tradition, donc j'ai aussi une communication à vous faire. Donc, en application des articles L21, 22-22 et -23 du Code général des collectivités territoriales et de la délibération numéro 414 du Conseil municipal du 4 avril 2014, je vous informe que j'ai été amenée à signer la décision suivante. Il s'agit donc d'un avenant dans le cadre du marché 2019-11 qui a pour objet la rénovation du complexe sportif de Bel-Air. Donc, c'était un premier avenant pour un montant de 10 000 euros 500 hors taxe pour le lot numéro 1 intitulé Gros œuvres et VRD, dont le titulaire est JTC Construction. Il correspond en fait à des travaux supplémentaires qui ont été demandés en fait au cours du projet. Alors simplement pour l'information de tous, pendant la période donc un peu transitoire, l'une des ordonnances imposait donc au maire de signaler l'ensemble des décisions municipales. Donc nous en avons eu 3. Et donc, l'ensemble des élus, et notamment les élus d'opposition, ont été destinataires des 2 premières décisions municipales, donc par mail. Il s'agissait donc de la 3e. Voilà. Je vous propose que nous passions donc à l'ordre du jour du conseil municipal. Et donc, je vais passer la parole à notre secrétaire, Monsieur Boucher. Alors, il faut qu'il appuie. Bon. Délibération 8-20, fonctionnement du conseil municipal, délégation au maire en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Rapporteur, Madame le maire.
Alors, il s'agit d'une délibération qui se passe donc traditionnellement en début de conseil, enfin début de mandat plus exactement, puisque pour le bon fonctionnement de la municipalité, dans l'absolu, il faudrait qu'on vous réunisse quasiment chaque fois qu'on prend une décision. Donc pour vous éviter un conseil municipal toutes les semaines, le Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut déléguer un certain nombre de compétences donc au maire afin donc de prendre toutes les décisions, notamment les décisions rapides qui sont nécessaires dans différents domaines pour faciliter la gestion communale. Donc la délibération couvre par exemple, alors je ne vais pas vous faire la lecture exhaustive parce qu'il y a 27 points, mais pour vous donner quelques illustrations, cette délégation me permettra par exemple d'arrêter ou de modifier l'affectation des propriétés communales qui sont utilisées par les services publics municipaux, c'est-à-dire par exemple changer des services de lieux, de locaux, de fixer des tarifs de voirie, ou bien encore tout ce qui concerne les classes transplantées, sorties, séjours, vacances, activités ranch. Alors ça ne va pas arriver tout de suite parce qu'on est toujours quand même dans une période un petit peu particulière, mais on espère que ça pourra être le cas rapidement. En revanche, par exemple, la fixation des autres tarifs de la commune, c'est-à-dire tout ce qui est culture, restauration scolaire, ça continuera bien à faire l'objet d'une délibération du conseil municipal. Autre exemple, tout ce qui concerne la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée inférieure à 12 ans, c'est typiquement par exemple le bail que nous avons signé pour la fameuse maison dite Grosselle qui est occupée aujourd'hui donc par le bar brasserie. Donc c'est en vertu de cette délégation que sur le mandat précédent j'ai pu signer le bail donc avec le locataire. Je pourrais ainsi aussi accepter toutes les indemnités de sinistre, on espère ne pas en avoir très souvent, passer les contrats d'assurance nécessaires, accepter les éventuels dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Si nous avons des administrés généreux qui souhaitent léguer des choses à la commune, ce sera le bienvenu. Pouvoir bien sûr défendre la commune en justice si c'est nécessaire. Ce sera d'ailleurs probablement le cas puisque vous avez sans doute vu dans la presse que l'arrêté que nous avons pris concernant l'interdiction des pesticides sur la commune a été donc déféré au tribunal administratif par Madame la préfète. Donc ce sera la première occasion sur ce mandat. Cela me permettra aussi par exemple de renouveler les adhésions aux associations dont nous sommes membres. Je pense en particulier à l'Association des maires de France. De pouvoir aussi demander l'attribution de subventions aux organismes qui très souvent nous financent pour de l'investissement, pour du fonctionnement. C'est principalement les autres collectivités comme le département ou encore la région. Voilà. Et donc, en vertu de cette délégation, comme je l'ai fait précédemment en début de conseil, bien évidemment, chaque fois que nous tomberons dans un des 27 cas de figure, j'aurai à vous rendre compte de ces décisions qui auront été prises à chaque fois en début de conseil. Voilà. Y a-t-il des prises de parole, des demandes complémentaires d'information? Alors, si vous souhaitez prendre la parole, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton. J'ai Madame Agelo qui s'affiche. C'est l'autre, c'est Monsieur Bonneau. D'accord. Donc, comme vous avez coché, je vais prendre, on considère que c'est vous, allez-y, je vous en prie. Merci. Juste une interrogation que nous avons eue sur le point numéro 19, de réaliser des lignes de trésorerie dans la limite d'un montant annuel de 500 000 euros. C'est quelque chose sur lequel nous avons une interrogation et nous souhaiterions en savoir un peu plus. Je vais laisser Monsieur Bousquet vous répondre sur ce sujet. Merci. Alors, attends. Oui. En fait, cette partie-là ne concerne pas la mobilisation d'emprunts en tant que telle, mais bien la mobilisation de lignes de trésorerie. Et l'objectif est de pouvoir réagir vite sur des négociations, sur des périodes courtes, avec les banques pour pouvoir mobiliser des volumes en cas de besoin avec des taux très intéressants. L'idée d'attendre chaque fois une délibération et un conseil supplémentaire alourdit la charge et la procédure et pourrait nous amener à manquer des opportunités en termes de négociation de taux, et ça ne porte que sur des lignes de trésorerie. Ça ne porte pas sur les emprunts structurels qui, eux, sont inscrits au budget et sont réalisés après mise en concurrence de façon tout à fait classique dans le déroulement de la procédure budgétaire. Voilà, qui font l'objet d'ailleurs d'une délibération juste après. Alors, allez-y, réappuyez sur le bouton pour que je puisse vous... Dans la démarche, elle est ponctuelle. Absolument.
Déjà, par rapport au budget de la ville, la mobilisation de lignes de trésorerie est aujourd'hui quelque chose auquel nous ne faisons que très exceptionnellement appel. On a la chance que la gestion de nos deniers, surtout des lignes de trésorerie, nous permet de nous affranchir pour l'instant. Mais il y a une vigilance particulière. J'irais même jusqu'à exceptionnel. Voilà, avons-nous répondu à votre question, Monsieur Bonneau? C'est bon? Y a-t-il d'autres interrogations, questions sur cette délibération? Je vous propose donc que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Alors, j'en vois donc 4. Voilà. Et donc, notre délibération est adoptée. Délibération 9-20, délégation au maire pour le recours à l'emprunt et instruments financiers. Rapporteur, Madame le maire. Alors, c'est dans le droit fil de ce que nous évoquions précédemment. On vous demande, en vertu de cette délibération, donc, de m'accorder une délégation pour pouvoir contracter tout ce qui est nécessaire aux besoins de financement de la collectivité. Alors, simplement vous préciser, parce que c'est quand même extrêmement encadré, qu'aujourd'hui, donc la politique d'endettement de la commune, vous avez pu le lire dans la délibération, est d'une grande prudence. Nous avons un encours total de la dette de 6 521 502,63 €, c'est très précis, et que l'intégralité de notre dette est positionnée à 100% sur des taux fixes. Vous avez pu aussi lire dans la délibération, vous savez, ces différents, ces différents emprunts où cette dette, en fait, fait l'objet d'une classification qui va de risque faible à risque élevé. Donc, vous avez une double cotation, en fait, avec des lettres et des chiffres. Aujourd'hui, le chiffre 1 correspond au risque faible, la lettre A au risque faible. Sur le haillant, 100% de notre endettement étant 1A, donc en risque faible. Voilà. Donc cette délibération nous permettra notamment de lancer des consultations auprès des différents établissements financiers qui prêtent traditionnellement donc aux collectivités locales, de retenir bien sûr les meilleures offres et ensuite de pouvoir passer les ordres nécessaires pour effectuer les opérations qui en découlent. Voilà, donc vous serez bien sûr tenu au courant là aussi dans le cadre du conseil municipal des différents emprunts qui seront contractés, sachant que nous sommes d'une grande prudence, et M. Bousquet pourra vous le préciser, nous n'empruntons que quand c'est vraiment strictement nécessaire ou lorsque les taux sont tellement faibles que c'est plus intéressant d'emprunter plutôt que d'autofinancer. M. Bousquet, voulez-vous préciser éventuellement quelques éléments? Oui, la délégation vise exclusivement à dérouler la procédure. Les montants des emprunts et le principe de ces emprunts sont votés chaque année lors du vote du budget, et du budget principal, du budget supplémentaire, le cas échéant, voire de décisions modificatives, ce que nous n'avons pas réalisé depuis déjà très longtemps sur la partie DM. Donc le volume d'emprunt mobilisé est systématiquement inférieur ou égal au volume voté lors du budget. Donc il ne s'agit ni plus ni moins qu'une formalité administrative visant à décliner un acte qui a déjà fait l'objet d'une délibération du Conseil par le vote du budget. Et oui, tout à fait comme dit Madame le maire, en termes de précaution, ce ne sont que des taux fixes et après une négociation que je qualifierais de serrée avec plusieurs banques à chaque fois. À tel point que ce ne sont pas les mêmes banques qui emportent à chaque négociation avec des taux pour l'instant qui sont effectivement très bas. Ce que j'ai oublié de vous préciser, vous me permettrez ce trait d'humour, c'est que notre adjoint aux finances est aveyronnais et que c'est un garçon particulièrement économe, donc autant vous dire qu'il fait extrêmement attention à ce que nous empruntons. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques concernant cette délibération? Je ne vois pas de demande de parole. Je vous propose donc de la voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc 4 abstentions toujours. Et donc la délibération est adoptée. Délibération 10-20, désignation des représentants municipaux auprès de divers organismes et associations. Rapporteur, Madame le maire. Alors là aussi, il s'agit d'une délibération que nous passons traditionnellement donc en début de mandat. Alors, nous avons plusieurs délibérations lors de ce conseil où il s'agit de désignations donc nominatives.
Normalement, la tradition veut que nous votions à bulletin secret, mais ici, en général, on vous propose de voter à main levée. Est-ce que vous seriez tous d'accord pour que nous votions donc l'ensemble de ces délibérations nominatives à main levée? Ou y a-t-il des gens qui s'y opposent? Non, pas de difficulté. Bon, ben super, ça nous fera gagner un temps précieux. Alors, concernant cette délibération plus particulièrement, donc vous avez un grand tableau. Alors, je vais quand même, puisque les personnes qui suivent le conseil donc, en visio ne le savent pas forcément, je vais quand même vous faire vous donner la liste donc, des organismes dans lesquels il y a des représentations. Il s'agit à la fois d'organismes extérieurs à la commune, mais quelquefois des instances aussi internes, et les membres qui en feront partie, sachant qu'il y a quelques petites corrections ou ajouts qui ont été faits depuis qu'on vous a envoyé les délibérations. Alors, concernant donc l'Assemblée générale et l'Assemblée spéciale de Régaz, ce sera donc Jean-Michel Bousquet qui représentera la ville. Le SDEG, qui est le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde, ce sera Ludovic Guiton et Michel Relais. Le Fonds social logement, donc un membre titulaire qui sera Philippe Rouzet, membre suppléant Cécile Mével. L'Union nationale des CCAS, Philippe Rouzet titulaire et moi-même en suppléant. Le conseil d'administration du collège Émile Zola, donc Éric Fabre, Hélène Prokofiev et moi-même. Au centre de gestion ainsi qu'au CNAS, qui est le comité national d'action sociale, ainsi qu'à l'association du personnel municipal, nous y enverrons donc notre adjoint en charge des ressources humaines, Daniel Duclos. Sur l'association Bordeaux Techno-Ouest, donc 2 membres titulaires, donc Benoît Vergne et moi-même, et des membres suppléants, Monique Dardot et Guylaine Safak-Budak. À la société publique locale Bordeaux Aéroparc, je siégerai donc au conseil d'administration et Benoît Vergne siégera à l'Assemblée générale. Madame Dardot représentera la ville au conseil d'architecture et d'urbanisme et de l'environnement. À la mission locale Techno-Ouest sera titulaire Hélène Prokofiev et Régis Rinleno comme suppléants. À la crèche associative des fils d'Ariane, ce seront Hélène Prokofiev et Anne Gourvenec qui siégeront. Au pli Techno-Ouest, ce sera donc Philippe Rouzet, dont le suppléant sera Régis Leno, et moi-même avec comme suppléante Hélène Prokofiev. Le CLIC, qui s'occupe des seniors, qui est le centre local d'information et de coordination, le titulaire sera Nicolas Guillain, sa suppléante Marie-Pierre Maillet. À l'association JAL Solidarité, titulaire Philippe Rouzet, suppléant Régis Leno. Le comité de gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage, Philippe Rouzet, titulaire, avec comme suppléant Cathy Dezeny et Laurent Dupuy-Barter aussi comme titulaire et Erika Vasquez comme suppléante. À la commission communale d'accessibilité handicapée siégeront Philippe Rouzet, Marie-Pierre Maillet, Michel Relais, Ludovic Guiton, Laurent Dupuy-Barter, Aurélie Dufrex et Caroline Tiquet. À l'association d'aide à domicile du Haut-Médoc siégeront Philippe Rouzet, Nicolas Guillain et Marie-Pierre Maillet. À l'Association des maires de France, moi-même en tant que titulaire, Jean-Michel Bousquet en tant que suppléant. À la commission d'évaluation des charges de Bordeaux Métropole, ce sera Jean-Michel Bousquet qui siégera pour nous. C'est cet organisme que nous appelons entre nous donc la CLECT, donc vous en entendrez parler au moins une fois par an. Le correspondant tempête pour ERDF sera Michel Relais avec comme suppléant Laurent Dupuy-Barter, qui siégera lui-même à la sécurité routière. Ludovic Guiton nous représentera la commission consultative de l'environnement de l'aéroport. Au conseil local de la vie associative siégeront Éric Fabre, Cathy Morel, Martine Gallès, Stéphane Boucher, Patrick Julienne, Hervé Bonneau et Éric Ventre. L'association Aquitaine des achats publics responsables, dite 3AR, ce sera Jean-Michel Bousquet. Je siégerai personnellement donc à l'Assemblée générale de la société publique locale Fabrique métropolitaine. Et Monique Dardot siégera dans ce même organisme, mais au titre de l'Assemblée spéciale. Pour le centre socioculturel, nous devons nommer donc une personne qualifiée pour le collège des habitants. Nous avons donc proposé à Georges Hoff, qui exerçait déjà ses fonctions, de continuer, ce qu'il a accepté. Alors là, il y a une petite correction à apporter sur les conseils d'école, puisqu'on a mis Éric Fabre titulaire, Cathy Dezeny suppléant. En fait, il n'y a pas de suppléant, ils siégeront tous les deux, puisque lors des conseils d'école sont abordées successivement les questions scolaires et ensuite toutes les questions qui concernent le périscolaire. Donc ils siégeront en même temps.
Dans les conseils de crèche, donc titulaire Hélène Prokofiev et Anne Gourvenec sera suppléante. Et à la commission restauration siégeront Éric Fabre avec comme suppléante Catherine Dezeny et Cécile Mével comme titulaire avec comme suppléante Anne Gourvenec. Donc l'ensemble des noms, bien sûr, a été vu avec les groupes d'opposition qui nous les ont communiqués, d'où les noms en question. Avez-vous des remarques ou des questions sur cette délibération qui va nous permettre donc d'installer très rapidement donc ces différents organismes et de se mettre au travail? Pas de questions, pas de remarques non plus. Je vous propose donc qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Pas d'abstention non plus, donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 11-20, instauration et composition des commissions municipales. Rapporteur, Madame le maire. Là aussi, délibération traditionnelle. Vous savez qu'en préparation, alors là, ce n'est pas le cas parce que c'est notre premier conseil municipal et que les commissions n'avaient pas été désignées, mais chaque fois que nous avons un conseil municipal, nous avons en amont une commission qui étudie l'ensemble des délibérations qui sont présentées lors de ce conseil. Sur le mandat précédent, nous avions 3 commissions. Il y avait une commission qui souvent était relativement réduite car il y avait plus de délibérations et donc notre souhait a été de regrouper les anciennes commissions 1 et 3 qui deviendraient donc la commission 1 et la commission numéro 2 et donc dans ces commissions chaque élu bien évidemment peut siéger dans l'une d'entre elles. Le maire et les adjoints peuvent quant à eux siéger donc dans les deux. Alors on a donc là aussi consulté l'ensemble des groupes et on vous propose donc de créer une première commission, donc on appellera entre nous la commission 1, qui s'appellera qualité de vie, moyens et ressources, dont le champ de compétences sera l'environnement, l'aménagement urbain, l'urbanisme, le développement économique, l'emploi, la gestion des travaux du patrimoine, les transports, tout ce qui est circulation, commerce local, marché hebdomadaire, finances et marchés publics, administration générale, archives, communication, citoyenneté, technologie d'information et de communication, relations avec les usagers, ressources humaines et sécurité. Nous vous proposons de nommer comme première vice-présidente Monique Dardot et comme deuxième vice-président Jean-Michel Bousquet. Et les membres de cette commission numéro 1 seront Ludovic Guiton, Daniel Duclos, Laurent Dupuy-Barter, Benoît Verne, Guylaine Safac-Budac, Béatrice Guélin-Leblanc, Michel Relais, Erika Vasquez, Christian Trouillou, Caroline Tiquet, Wilfried Dautry et Cécile Agello. La commission numéro 2, intitulée « Vie de la population, cohésion et vivre ensemble », couvrira les affaires sociales, l'insertion, le handicap, la vie culturelle, sportive et associative, la thématique des seniors, de la petite enfance, les affaires scolaires et périscolaires, la jeunesse, les fêtes et animations, l'éducation populaire, la restauration et l'alimentation, les jumelages et les relations internationales. Nous proposons donc de nommer comme premier vice-président Éric Fabre et deuxième vice-président Philippe Rouzet. Les autres membres seront Catherine Morel, Hélène Prokofiev, Martine Gallès, Marie-Pierre Maillet, Stéphane Boucher, Carole Guerre, Anne Gourvenec, Nicolas Guillain, Patrick Julienne, Valérie Casasnovas, Cathy Dezeny, Régis Lénaud, Cécile Mével, Éric Ventre, Aurélie Dufrex et Hervé Bonneau. Avez-vous des remarques ou des questions sur cette délibération? Non. Elles se réuniront d'ailleurs dès la semaine prochaine. Alors, pensez à appuyer sur le bouton, Monsieur Bonneau. Voilà, je vous donne la parole. Question toute simple. Autant on peut comprendre, pour en avoir discuté avec un certain nombre de vos collègues, de regrouper 3 commissions en 2. Autant je peux le comprendre. On se retrouve avec des commissions relativement riches et denses. Et donc, est-ce que sur la mandature, vous pouvez envisager un éclatement à nouveau de ces commissions? Alors, si le besoin s'en faisait sentir, pourquoi pas? Aujourd'hui, en tout cas, à l'aune de notre expérience sur le mandat écoulé, ça ne nous semble pas nécessaire. Nous avons en moyenne 7-8 conseils par an. Ça pourrait s'envisager. En tout cas, on ne ferme pas la porte. Mais c'est vrai que voilà, c'est la commission 1 notamment en particulier, l'ancienne commission 1, très souvent nous avions que 1 ou 2 délibérations. Alors elles étaient certes importantes, mais du coup on avait une commission qui était relativement courte.
La commission 2, elle était traditionnellement effectivement bien fournie parce que vous avez vu, c'est beaucoup de sujets sur des services à la population. Et la commission 3, on avait effectivement beaucoup de délibérations financières ou RH. Donc ça nous a semblé pertinent de les regrouper. Après, voilà, il suffit simplement ensuite pour nous de modifier le règlement intérieur et de recréer, si c'est nécessaire, 3 commissions, si ça s'avérait, je vous dis, vraiment indispensable. Mais je vous dis comme ça, spontanément, je pense que ça ne sera pas le cas. Faudrait vraiment, il ne s'agit pas de vous faire travailler jusqu'à minuit dans les commissions non plus, hein, mais en général, on arrive à tenir des horaires relativement raisonnables. Et donc ces commissions, la commission 1 se réunira d'ailleurs lundi soir et la commission 2 mardi soir. En général, on commence à 18h30. Si on est complet, pas trop bavard, en principe, en 2 heures à peu près, on doit avoir fait le tour des sujets selon l'ordre du jour du conseil municipal. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur cette délibération? Non. Je vous propose qu'on passe donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Pas d'abstention non plus. Donc, on l'adopte à l'unanimité. Délibération 12-20, fixation des indemnités des élus. Décision. Rapporteur, Madame le maire. Alors là aussi, c'est une délibération que nous passons toujours en début de mandat et qui peut d'ailleurs subir des ajustements en cours de route. Il se trouve qu'au Haillan, nous avons une particularité. Nous sommes, je pense, une des rares communes de France où le maire accorde des délégations à de très nombreux élus. Et en l'occurrence, donc, à l'ensemble des élus de son groupe majoritaire. Donc, c'est le choix que j'ai fait à nouveau parce que j'ai trouvé que ce choix avait été pertinent et efficace pour les Haillanais sur le mandat écoulé. Et donc, il faut, à ce titre, donc, voter le montant des indemnités qui sont attribuées à la fois aux maires, aux adjoints et aux conseillers délégués, qui sont donc assimilés de fait aux adjoints. Petite subtilité, on aurait pu très bien ne pas passer de délibération, puisque, en fait, par défaut, le taux qui est appliqué au maire donc, est un taux de 65%. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. Nous avons une enveloppe d'à peu près 12 000 euros. Et cette enveloppe, on a choisi de la partager donc, entre les 27 élus de la majorité municipale, puisque chacun aura donc sa délégation. Vous dire aussi qu'il y a des taux qui sont différents entre les élus, qu'ils soient adjoints aux conseillers municipaux actifs ou bien retraités. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un conseiller municipal ou un adjoint actif, vous devez rendre des comptes, et ce n'est pas toujours très facile, à votre employeur. En effet, lorsque vous vous absentez, par exemple, pour une réunion nécessaire au fonctionnement du service ou de la municipalité, eh bien, vous avez bien sûr droit à un crédit d'heure puisque vous avez une délégation. Vous avez droit à des autorisations d'absence pour les commissions municipales et pour les conseils municipaux. Mais bien évidemment, pendant votre absence, l'employeur n'a pas à vous payer et c'est tout à fait normal. Donc cette indemnité vise, entre autres, à compenser la perte de revenus que subissent les conseillers municipaux qui sont donc actifs et qui sont obligés, bien sûr, qui voient leur salaire amputé lorsqu'ils s'absentent, et certains s'absentent assez régulièrement de leur travail pour pouvoir remplir leur mandat correctement. Donc, nous vous proposons de voter donc, un taux maximal donc, de 57% pour le maire, de 20%. Alors, le taux maximal pour le maire donc, était de 65%, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour les adjoints au maire, ce taux est de 27,5%. Nous vous proposons de verser aux adjoints actifs un taux à 20% et 12,5% pour les adjoints qui sont retraités. Je dis volontairement pas inactifs parce qu'ils sont tous sauf inactifs. Et pour les conseillers municipaux délégués, le taux maximal est à 6%. Donc je vous propose que nous restions à ce taux maximal pour les conseillers délégués actifs et que nous soyons à 5% pour les conseillers délégués qui sont donc retraités. Vous avez dans la délibération les différentes délégations qui seront donc attribuées aux conseillers. Je vous avais cité lors du premier conseil les délégations donc, des adjoints. Donc pour la bonne information de tout le monde, Marie-Pierre Maillet aura comme délégation toutes les questions de handicap. Stéphane Boucher, l'animation de la ville et les relations internationales.
Erika Vasquez, toute la partie relations usagers, les services à la population de type état civil notamment, mais aussi les questions du cimetière qui vont être des questions cruciales sur ce mandat. Laurent Dupuis-Barter garde la délégation à la sécurité et à la défense. Il récupère les anciens combattants. Carole Guerre s'occupera du conseil municipal des enfants. Benoît Vergne aura dans son escarcelle un gros dossier qui est celui de l'économie et du projet de nouvelle mairie. Anne Gourvenec aura en charge la petite enfance. Nicolas Guillain restera avec les seniors. Guylaine Safak-Budac s'occupera du commerce, de l'artisanat, du marché hebdomadaire. Patrick Julienne de l'éducation populaire et du centre socioculturel de la Source. Béatrice Guélin-Leblanc, la communication et la citoyenneté. Michel Relais, le centre technique municipal, le patrimoine municipal et les mobilités douces. Valérie Casasnovas, la ludothèque. Christian Trouillou s'occupera de l'informatique, des commissions de sécurité et d'un dossier de mutualisation qui est celui des archives. Cathy Dezeny des accueils périscolaires. Régis Lénaud de l'emploi-insertion et Cécile Mével de la restauration et de l'alimentation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette délibération qui ne manquera sûrement pas de susciter des questions peut-être. Avez-vous des questions ou des remarques? Non, pas de questions, pas de remarques. Bon, nous vous proposons donc de voter cette délibération. Alors, y a-t-il des votes contre? Pas de vote contre. Y a-t-il des abstentions? Donc, 6 abstentions. Très bien, et là donc la délibération est adoptée. Délibération 13-20, autorisation de signature de la convention de S2C. Rapporteur Éric Fabre. Je vais être amené à reprendre un petit peu un propos que j'ai tenu tout à l'heure. C'est-à-dire que la collectivité a mis en place à l'espace socioculturel un accueil ALSH, d'accord, dit parascolaire. C'est-à-dire que les enfants qui devaient être accueillis normalement par les enseignants, nous on a délesté les enseignants d'un certain nombre d'élèves parce que ne pouvant pas être accueillis vu le nombre. Et donc on a mis en place pour 20 élèves au centre socio-culturel un accueil dit parascolaire. Dans le protocole de reprise de l'école, il était précisé que les élèves pouvaient être dans 4 situations, donc soit en situation de classe avec leur enseignant, soit en situation à distance, soit en études, ça c'est plutôt pour les collèges et lycées, parce qu'à l'école, moi j'ai pas vu d'études mises en place pour le moment. Et la 4e option envisagée est celle du dispositif sport, santé, culture, civisme, d'où le terme 2S2C. Ça consiste à une convention avec l'éducation nationale sur une délégation à la collectivité d'organisation d'activités dites sportives, de santé, de culture, de civisme. Et la mairie se met à la place de l'éducation nationale pour apporter des contenus complémentaires à ceux de l'école aux enfants qu'ils accueilleraient dans ce cadre-là. Cette délibération consiste à autoriser Madame le maire à signer cette convention-là, sachant que la collectivité peut soit utiliser ses moyens propres, c'est-à-dire des animateurs, soit des éducateurs sportifs, soit aussi faire appel à des associations que l'on connaît, qui seraient volontaires pour pouvoir intervenir. Réglementairement, tout n'est pas si simple. Avant de pouvoir mettre ça en place, il fallait, par exemple, ne plus avoir d'enfants de maternelle à la source, pour pouvoir le faire avec les élèves d'élémentaire. C'était un peu compliqué de faire des projets et à la fois avec des petites sections et des CM2 en même temps, c'était un peu compliqué. Donc maintenant que les conditions sont remplies, on va pouvoir commencer à réfléchir à mettre en place certains projets particuliers avec les élèves qui sont à la source. Donc autoriser Madame le maire à signer cette convention-là, ça ne veut pas dire que les projets pédagogiques sont écrits et sont validés par l'éducation nationale. Ça se comporte en 2 temps. Il y a la signature de la convention et il y a la validation des projets par l'éducation nationale. Les interventions, a priori, sont financées à hauteur de 110 € par jour par prise en charge de groupes de 15 élèves. C'est comme ça que c'est mis en place. J'ai entendu le ministre demander à ce que ça soit pérennisé largement l'année prochaine. On verra ce qu'il en est pendant les vacances.
Voilà, moi je vous propose d'attendre un petit peu. Signer la convention permet éventuellement de voir si pour les 15 derniers jours de juin, on peut mettre en place un projet. D'accord. En tout état de cause, faire appel aux associations maintenant est un peu prématuré, dans la mesure où les protocoles sanitaires s'appliquent toujours. Alors maintenant, si on peut rouvrir les salles, on verra. Mais en tout état de cause, il était prématuré d'envisager de demander aux associations d'intervenir d'ores et déjà auprès de nos élèves. Voilà. Donc la délibération consiste à autoriser Madame le maire à signer, et après nos équipes travailleront sur les projets pédagogiques à faire valider par l'Éducation nationale. Pour compléter le propos de M. Fabre, une des interrogations des associations d'élus était notamment la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les collectivités qui prennent en charge pendant le temps scolaire les enfants. Donc, quid de la responsabilité? Est-ce que c'est l'Éducation nationale ou est-ce que c'est celle du maire? Ce n'est pas tout à fait la même limonade, comme vous pouvez l'imaginer, pour les élus locaux. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour finir sur quelque chose de plus positif, c'est que c'est un dispositif qui ne nous est pas totalement étranger, puisque lorsqu'il y avait la semaine à 4 jours et demi, nous avions déjà mis en place les systèmes de TAPS, et que ce partenariat avec les associations locales avait déjà été construit. Et bien évidemment, nous, on est prêts à retravailler avec les associations qui le souhaiteront. Mais là aussi, comme l'expliquait très bien Éric Fabre, nous avons toujours cette contrainte de protocole sanitaire. On sait d'ores et déjà, par exemple, que pour l'instant, les jeux de ballon, c'est impossible. Donc ça élimine déjà pas mal de sports collectifs. Il y a tout un tas de choses qu'on pouvait proposer dans les TAPS et qu'on ne pourra pas proposer donc, dans le cadre de ce dispositif. En tout cas, on a souhaité s'y inscrire. On va le tester. Personnellement, je ne vous cache pas que je suis très dubitative sur la possibilité de maintenir ce dispositif à partir de la rentrée prochaine, parce que quelque part, ça revient à décharger sur les collectivités territoriales le travail qui était fait jusqu'à présent par l'Éducation nationale. Et donc, ça aura nécessairement un coût pour la collectivité. Et en l'absence d'une aide plus conséquente de la part de l'État, je ne vois pas comment certaines collectivités pourront le prendre en charge. Ou ailleurs, nous avons, entre guillemets, encore quelques moyens techniques, humains et financiers qui nous permettront sans doute de le faire. Je pense à certains de mes collègues en zone rurale qui n'ont pas les équipements comme les nôtres. Ça va être beaucoup plus compliqué. Avez-vous des questions sur ce dispositif? Donc, c'est toujours M. Bonneau, c'est ça? Oui. Ah oui, je n'ai pas changé. Oui, mais comme c'est toujours le nom de Mme Agello qui s'affiche. Je suis désolé. On pourra permuter si vous voulez. Juste une question, et vous venez en partie d'y répondre de toute façon. On a considéré avec mes collègues que le projet était peut-être un petit peu dense pour les quelques semaines qui restaient vis-à-vis de la période scolaire. Est-ce que vous considérez que c'est plus un référentiel qui vous permettrait d'agir par la suite, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré indispensable à mettre en place? Alors, indispensable, je dirais pas forcément, parce qu'aujourd'hui, on pourrait tout à fait continuer sur le dispositif qui existe à l'heure actuelle. Maintenant, on nous propose quelque chose qui ne nous est pas totalement inconnu. Si effectivement, il s'avérait qu'à partir de la rentrée prochaine, il faille le mettre en place, on se dit que ça vaut peut-être le coup de le tester sur les quelques semaines qui restent pour pouvoir, le cas échéant, l'ajuster à la rentrée prochaine. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Oui. Alors, monsieur Ventre avait une question à poser, et puis après, monsieur Fabre, je vous repasse la parole. Alors, voilà, c'est bon, monsieur Ventre, normalement. Voilà, c'est bon. Donc, bonjour à tous. D'accord. Bonjour à tous, je vous remercie de m'accorder la parole. Donc, je reviens sur ce protocole qu'a bien parlé monsieur Fabre. Il y a déjà des associations qui se sont positionnées, certaines d'entre elles. Est-ce qu'ils ne seraient pas en mesure de leur apporter une réponse rapide par rapport au délai que vous allez mettre pour leur proposer, afin qu'ils proposent leur service, leur apporter une réponse du délai? Alors, juste pour information, les associations sportives du Haillan et d'ailleurs ont été informées avant les collectivités, par leur fédération, avant nous, de la mise en place de ce dispositif. Il faut juste le savoir. Moi, c'est des associations sportives du Haillan qui m'ont alerté
pour me demander si on envisageait de faire appel à leur service pour le dispositif 2S2C. Et j'ai été obligé de lui dire, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ce dispositif, s'il te plaît? Nous n'étions pas avertis par l'Éducation nationale que ça allait être mis en place. Déjà, ça pose quand même un petit souci, d'accord? Il faut juste le comprendre. Maintenant qu'on sait ce que c'est, moi ce que j'ai annoncé, c'est qu'on a une vingtaine d'enfants maximum en ce moment à la source. Et le Fabrice Richard, qui est responsable du service jeunesse et périscolaire, est en train de voir comment pour les 2 dernières semaines de juin, il est envisageable, plutôt que de faire, j'allais dire, du parascolaire classique où nos animateurs s'occupent très bien des enfants, hein, d'aller mettre des activités peut-être un peu plus structurées, un peu plus cadrées sur des projets type lecture, type travail avec la ludothèque, type sport, etc. D'abord avec nos animateurs. Moi, je complète ce qu'a dit Madame le maire, c'est-à-dire que si jamais, et j'ai entendu par contre le ministre de l'Éducation le dire, que ce dispositif sera amené à être amplifié à la rentrée. Ça m'inquiète grandement, mais je l'ai entendu le dire. Donc si c'est amené à être amplifié, d'abord ça c'est toujours au choix de la collectivité de le mettre en place ou pas, il faut bien l'entendre, ce n'est pas une obligation pour le moment. On verra à ce moment-là comment on va prendre en compte effectivement certaines associations qui pourraient se positionner. Nous, on ne leur a pas posé la question pour le moment. Et ils se sont positionnés par rapport à la demande la proposition que leur ont fait leur fédération. Nous, on ne leur a pas demandé de se positionner par rapport à ce dispositif-là pour le moment. Mais, comme l'a dit Madame le maire, on leur avait déjà demandé pendant l'étape. Hein. Donc, on est en capacité de leur redemander cette fois. Et si jamais on doit le mettre en place, on s'en privera certainement pas. Pour compléter les propos d'Éric Fabre, de toute façon, les associations sont rencontrées la semaine prochaine dans le cadre d'un conseil local de la vie associative. Et donc ça fera partie des sujets qui, bien évidemment, seront évoqués avec eux. Voilà. Est-ce que, au niveau de la réponse, c'est bon? Y a-t-il d'autres questions, éventuellement, sur ce dispositif? Pas de problème. Donc je vous propose qu'on le vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc 4 abstentions. Et donc la délibération est adoptée. Délibération 14-20. Convention Ville du Haillan, La Source, accueil parascolaire, crise sanitaire. Rapporteur Éric Fabre. C'est bon? Eh bien, je vais reprendre encore ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le parascolaire, on l'a mis en place à l'espace socio-culturel parce que seul lieu de la commune qui nous permettait d'accueillir, en dehors des écoles, qui nous permettait d'accueillir un certain nombre d'enfants, 20 au maximum. Mais dans ce cadre-là, il est nécessaire de passer une convention avec l'espace socio-culturel afin de, comment dirais-je, mutualiser un certain nombre de choses, donc mutualiser les locaux et mutualiser les moyens humains et matériels. C'est un lieu un peu autonome, je vais le dire comme ça, qui fonctionne. Donc on est obligé de passer une convention pour se mettre d'accord sur combien d'enfants accueillis, dans quelles conditions, à quelle heure, etc., etc. Et on en a été plus loin, c'est-à-dire qu'on a mutualisé aussi les moyens humains, c'est-à-dire que pour accueillir les 20 élèves de la commune qui sont accueillis là-bas, un des animateurs par jour, enfin il y avait un des animateurs par jour et 2 animateurs de la collectivité, donc ils étaient 3 à chaque fois pour accueillir les 20 gamins. Donc c'est une mutualisation de lieux, de moyens et d'utilisation de matériel de la source. Donc ça va compter du 11 mai, donc c'est une délibération pour permettre à Madame le maire de signer cette convention. Parce qu'effectivement, comme le dit Éric Fabre, en fait, la source est un établissement public administratif indépendant de la mairie, comme le CCAS, et donc ce n'est pas un service municipal, d'où la nécessité de signer cette convention. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette délibération? Non, je ne vois pas de demande de parole qui s'affiche. Je vous propose donc que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 15-20. Convention de servitude pour canalisation souterraine. Rapporteur Ludovic Guiton. Dans le cadre des aménagements réalisés, place François Mitterrand avec marché et à venir, Halle, place François Mitterrand, futur hôtel de ville, évolution marché, etc. Il est nécessaire de réajuster la puissance du tarif jaune alimentant la mairie. L'étude des réseaux l'alimentant a des niveaux de saturation et de disponibilité des postes de transformation
environnants fait que la solution la plus pertinente est de modifier l'alimentation en la connectant sur le poste de transformation des météores. Aussi, Enedis, en vertu du Code de l'énergie, sollicite la ville propriétaire des fonciers concernés pour formaliser une convention de servitude définissant les droits et obligations de chacun. Pour complète information, lors des travaux de rénovation de la place François Mitterrand, cette possibilité avait été anticipée par la pose de fourreaux assurant cette liaison. Aussi, Enedis n'aura pas à casser les aménagements réalisés pour passer ces câbles d'alimentation. Dans ces conditions, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2241-1, vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L 3221-1, vu le projet de convention de servitude et le plan annexé à la présente délibération, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la servitude de passage relative aux canalisations électriques avec indemnité de 10 € et pour la durée d'existence des canalisations sur les parcelles AL 0149, AL 0399, AL 0395 et enfin AL 0441 appartenant à la ville au profit d'Enedis, concessionnaire d'électricité. D'autoriser Madame le maire à signer la convention de servitude, le plan annexé ainsi que tout acte relatif à cette servitude. De préciser que la recette correspondante sera inscrite au budget de l'exercice en cours. Où l'on découvre que le temps de la vie réelle n'est pas le temps des délibérations municipales, puisque vous avez peut-être constaté que la place François Mitterrand a dû être réouverte juste devant la poste parce que le fourreau en fait s'est avéré écrasé et que par conséquent le câble ne passe pas. Donc tout cela sera bien évidemment repris. Les ouvriers ont essayé de connecter, mais malheureusement ça ne passe pas d'un côté, ça bute. Donc on est obligé de reprendre, mais comme il y a des travaux de reprise qui vont être faits, eh bien tout sera remis correctement. Alors Monsieur Dautry, vous avez demandé la parole et je vous la donne. Oui, bonsoir à tous. Alors, ma question était la suivante par rapport à cette délibération, mais vous venez d'y répondre. Nous voulions savoir, si vous retoucheriez aux travaux qui avaient été réalisés sur 2019. En l'occurrence, oui, puisque c'est déjà le cas. Donc, il y a effectivement un rectangle là devant la poste. Je sais pas, vous l'avez sans doute vu. Oui, c'était pas prévu comme ça, mais malheureusement, là, les aléas sont uniquement comme ça. parce que les fourrons ont été écrasés, c'est ça? À cet endroit-là, oui. D'accord. Il n'y aura pas d'autres travaux sur la place François Mitterrand ni sur le parking de la mairie? Si, il y aura d'autres travaux qui vont être faits. Les riverains vont être informés puisqu'il s'avère que la société qui a réalisé une partie des bétons désactivés autour de la place, il y a un défaut avec une usure prématurée et donc ça a été vu. Donc l'entreprise va devoir reprendre une partie effectivement de ces parkings et l'information va être faite à l'ensemble des riverains. Et bien sûr, c'est fait aux frais de l'entreprise, je tiens à le préciser, et pas aux frais du contribuable, puisque l'erreur vient de la société qui n'a pas mis en œuvre comme il le fallait le fameux béton désactivé. Avez-vous d'autres questions? Donc ça n'empêche pas qu'il faut quand même qu'on passe la délibération sur la convention de servitude parce que nous avons bon espoir qu'un jour nous puissions passer les câbles par les fourreaux. Voilà. Nous passons au vote. Avez-vous des votes contre? Des abstentions? Donc 2 abstentions, c'est ça? Et donc la délibération est adoptée. Délibération 16-20, création de la commission consultative des services publics locaux, CCSPL, rapporteur Jean-Michel Bousquet. Bien. Il s'agit dans cette délibération, dans l'esprit des premières délibérations de ce Conseil, de créer la CCSPL et d'en désigner ses membres. Donc la commission consultative des services publics locaux, c'est quoi? C'est avant tout une commission dont l'objet est de travailler et d'examiner les délégations de services publics. Cela concerne pour la ville de Hayan essentiellement la DSP du cinéma. Donc il est proposé
comme pour les premières délibérations, de voter à main levée, sauf s'il y a une opposition à ce principe. Bon, donc ce sera à main levée. Et donc il est proposé à la fois la création de la commission, bien entendu obligatoire, ainsi que le choix de ses membres. Et donc proposé comme membre du conseil municipal, donc Mme Martine Gallès, Mme Cécile Mével, M. Stéphane Boucher, M. Hervé Bonneau et M. Éric Ventre. Et cette commission étant composée aussi d'associations locales, de retenir le CTL, le CLAD et l'école de musique. L'objectif, c'est bien une commission permanente, mais qui ne se réunit que pour les délégations de services publics, ainsi que pour l'examen annuellement du rapport de chaque délégataire. Donc, comme je vous le disais, le cinéma. Donc le choix des associations, c'est bien sûr du fait de la thématique. C'est-à-dire que ce sont des associations qui sont plutôt des associations orientées vers la culture et donc qui peuvent avoir un intérêt particulier sur cette délégation de service public du cinéma. Avez-vous des questions? Alors, Monsieur Bonneau, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton et je vous donne la parole. Voilà. Bon, vous nous avez répondu pour les 3 associations, mais pourquoi 3 justement? Pourquoi pas 4? Ça, c'est la loi qui prévoit ça. C'est ainsi que c'est prévu. Voilà. D'accord. Attends. Hein. La composition de ce type de commission est très encadrée, autant par le nombre de représentants du Conseil, effectivement, que par le nombre de représentants associatifs. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose qu'on la vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus, donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 17-20, création de la commission de contrôle financier, CCF. Rapporteur Jean-Michel Bousquet. Donc, dans la continuité de la délibération précédente et la création de la CCSPL, la loi nous impose la création d'une deuxième commission liée aux délégations de services publics, qui est donc la commission de contrôle financier. Pour expliquer le fonctionnement, la CCSPL a pour objectif de choisir les délégataires ainsi que les procédures et d'examiner annuellement leur rapport de la délégation. La commission de contrôle financier, objet de la présente délibération, a pour objet, quant à elle, le contrôle financier du délégataire. C'est un petit peu plus technique, mais ça a vocation à compléter le rôle de la CCSPL. Donc, de la même façon que pour la précédente délibération, il est proposé de la voter à main levée, sauf opposition. Je vous en remercie. Et donc, pour la même raison, à savoir une composition encadrée par les textes, de désigner 5 représentants du conseil municipal, il n'y a pas d'association sur le contrôle financier, et donc de désigner M. Jean-Michel Bousquet, Mme Erika Vasquez, M. Benoît Vergne, M. Hervé Bonneau et Mme Caroline Tiquet. Je tiens à vous faire remarquer quand même la lourdeur de ces instances. C'est-à-dire que nous avons 2 instances pour une DSP dont le montant porte sur 3 000 €. Voilà. Donc, bien évidemment, comme dans d'autres collectivités, il peut y avoir des DSP avec des montants beaucoup plus importants. Mais c'est vrai que du coup, là, on a une procédure qui est vraiment un peu disproportionnée par rapport à l'enjeu financier que représente la délégation de service public du cinéma. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette commission de contrôle financier? Non, je ne vois pas de demande de parole, donc je vous propose qu'on la vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus, donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 18-20, composition et désignation des membres de la commission d'appel d'offres. Rapporteur Jean-Michel Bousquet. Bien, donc 3e et dernière commission liée à la finance et à la commande publique, la commission d'appel d'offres. Donc, comme vous le savez, la loi impose, au-delà des seuils réglementaires d'achat, de fournitures et de travaux, que le choix des entreprises et prestataires retenus le soit par le biais d'une commission d'appel d'offres émanation du conseil municipal. Donc il est proposé de retenir, bien évidemment, la liste des membres du conseil municipal, titulaires et suppléants, qui siégeront à la commission d'appel d'offres. Je vous propose encore une fois de la voter à main levée, sauf opposition. Je vous en remercie. Alors,
il est clair que c'est une commission qui ne se réunit pas très régulièrement. Fort heureusement, je vous le fais de façon très arrondie. Les seuils de travaux sont fixés légèrement au-dessus de 5 millions d'euros et les seuils de prestations et de services légèrement au-dessus de 200 000 euros. Donc nous n'avons fort heureusement pas tant d'opérations que ça relevant de la commission d'appel d'offres au-delà de ces seuils. Il est donc proposé de désigner comme représentants titulaires M. Jean-Michel Bousquet, M. Michel Relais, M. Régis Leno, M. Wilfried Dautry et Mme Caroline Tiquet, et comme représentants suppléants M. Daniel Duclos, M. Ludovic Guiton, M. Christian Trouillou, Mme Aurélie Dufrex et M. Éric Ventre. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette délibération? Je crois que l'année dernière, nous l'avons réunie une fois, de mémoire. C'est ça, voilà. Donc, voilà. Pas de questions, pas de remarques. On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 19-20. Taxe locale sur la publicité extérieure. Tarif 2021. Rapporteur Jean-Michel Bousquet. Bien, donc l'objet de cette délibération que nous avons pour habitude de passer une fois par an et de fixer, ou tout au moins de repréciser annuellement les tarifs appliqués à deux types d'équipements publicitaires. Le premier, ce sont les dispositifs classiques, que ce soit les sucettes ou les grands dispositifs, et le deuxième sont les enseignes commerciales. Donc cette année encore, il est proposé de maintenir une stabilité de ces tarifs, que je vous rappelle, à hauteur de 20 € par mètre carré pour les dispositifs publicitaires et préenseignes de moins de 50 mètres carrés, 34 € par mètre carré pour les dispositifs supérieurs à 50 mètres carrés, 47,10 € par mètre carré pour les dispositifs numériques de moins de 50 mètres carrés, 57 € mètre carré pour les dispositifs et préenseignes supérieurs à 50 mètres carrés. C'est excessivement rare cette catégorie-là, bien entendu. Et pour les enseignes commerciales, 15 € par mètre carré pour les enseignes de 7 à 12 mètres carrés, 34 € par mètre carré pour les enseignes de 12 à 50 mètres carrés, 67 € par mètre carré pour les enseignes supérieures à 50 mètres carrés. Il est cependant nécessaire de préciser une chose importante, c'est qu'il n'y a aucune application de taxe pour les enseignes commerciales de moins de 7 mètres carrés. La plupart des artisans et commerçants du Haillan se situent dans la catégorie inférieure à 7 mètres carrés et donc ne sont pas concernés par ce dispositif-là. Donc il est proposé cette année encore de maintenir ces tarifs stables. Je voulais quand même repréciser leur vocation de cette délibération et de ces tarifs. Si la commune l'a mis en place, ce n'est pas, bien évidemment, dans un souci de recettes commerciales. Les recettes sont, je dirais, en baisse quasiment tous les ans et de l'ordre d'une soixantaine de milliers d'euros à peu près. L'objectif, il est ailleurs. L'objectif est de limiter la pollution visuelle en rationalisant ces dispositifs-là au plus juste. Et c'est bien cela l'objectif de ce dispositif, dont notre objectif, et ça vous m'entendrez peut-être pas forcément dire ça souvent, est d'en réduire les recettes pour en modérer les superficies. C'est aussi pour ça que nous sommes, l'élément le plus important, c'est ce qui n'est pas écrit, c'est que moins de 7 mètres carrés, bien évidemment, ne sont pas taxés. Donc il est proposé de voter les tarifs cette année encore et d'en affecter les recettes correspondantes au compte 73-68 de l'exercice en cours. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette délibération? Alors, Monsieur Bonneau, n'oubliez pas d'appuyer et je vous donne la parole. C'est gentil. Merci. Ma question va peut-être vous paraître inappropriée par rapport à ce que nous allons voter. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a certains commerçants qui ont d'énormes difficultés par rapport à la période qu'ils sont en train de vivre. Est-ce que vous avez prévu ou envisagé un moratoire pour certains d'entre eux? Pour les commerçants, enfin, ils ne sont pas concernés, comme vous l'a expliqué Jean-Michel Bousquet. J'ai entendu tous ceux ce qu'il qui disait, sont, il n'en est pas moins vrai qu'il est possible. Voilà. Les moins de 7 mètres carrés, effectivement, ne sont pas concernés. Donc, en fait, dans les faits, ce sont plutôt des structures déjà d'une certaine taille qui sont touchées. Mais je vais laisser M. Bousquet compléter. Oui, alors notre objectif, il y a plusieurs dispositifs. Pris isolément, effectivement, ça peut interroger, je comprends votre question. Si on le regarde dans une perspective plus globale, la volonté de maintenir ces taux cette année, c'est avant tout pour maintenir la pression sur les volumes importants et ne pas permettre ou laisser faire des dérives liées à une bonne intention. A l'inverse, pour aider les commerçants, il y a deux autres dispositifs qui, eux, nous paraissent beaucoup plus efficaces et beaucoup plus utiles à nos commerçants et à nos artisans. C'est le premier, le soutien de la ville, comme elle peut être sur des campagnes de communication, sur des accompagnements personnalisés. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi
pouvoir leur permettre de retrouver un niveau normal, c'est-à-dire les accompagner dans la démarche de façon personnalisée, et sur le volet financier, de ne pas doublonner avec une enveloppe, un dispositif mis en place par la métropole et voulu par les communes, qui représente pas loin de 15 millions d'euros de soutien aux commerces et aux artisans. Donc on a un certain nombre, une vingtaine de dossiers, je crois, qui ont été déposés par les commerçants du Haillan, qui sont suivis et accompagnés par la ville, mais du coup dans le cadre d'une analyse comptable, fine, et non pas sur un montant que je qualifierais de peu significatif sur la TLPE, mais bien sur des montants qui peuvent être beaucoup plus importants dans les dispositifs métropolitains. Donc ça permet de dissocier les dispositifs, d'avoir un dispositif d'aide à la relance par un soutien communal de type communication et accompagnement ciblé, un dispositif d'aide financière par la métropole que nous suivons avec vigilance et qui, eux, peuvent avoir une vraie signification financière en fonction de la réalité de chacun, et décorréler complètement nos délibérations de la TLPE qui, elles, visent à maintenir la qualité environnementale de la commune. Je confirme là, ce que dit M. Bousquet, c'est-à-dire que le dispositif d'aide aux entreprises qui a été mis en place par la métropole a été sollicité par quasiment 25 entreprises sur la commune. C'est assez peu, somme toute. Alors c'est vrai qu'il y avait des conditions restrictives, il fallait souvent avoir des salariés, etc. Mais il y en a 25 dont le dossier a été jugé recevable. Notre service, notre chargé de mission économie-emploi a d'ailleurs relancé la nouvelle association de commerçants qui s'est constituée il y a peu, ainsi que le club des entreprises, pour qu'ils diffusent massivement l'information. Cette information a aussi largement été relayée par les chambres des métiers, chambres de commerce, pour que les entrepreneurs n'hésitent pas à solliciter le fonds, puisqu'aujourd'hui, on est loin du plafond qui avait été... le plafond est loin d'être atteint. Donc, il ne faut pas hésiter, là aussi, à prêcher la bonne parole auprès des entrepreneurs, notamment ceux qui ont des salariés, en leur disant sollicitez l'aide de la métropole parce que vous pourriez en bénéficier. Voilà. Avez-vous d'autres questions, d'autres remarques sur ce sujet ? Nous passons au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, nous avons 6 abstentions. Et donc, la délibération est adoptée. Délibération 2020, fixation des taux d'imposition pour l'exercice 2020. Décision. Rapporteur Jean-Michel Bousquet. Donc il s'agit là encore d'une délibération annuelle visant à la fixation des taux d'imposition sur les 3 taxes communales, taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti. La taxe d'habitation disparaît progressivement et d'ici encore 2 ans, c'est quelque chose sur lequel nous n'aurons plus de prise. Concernant ces taux, je voulais juste rappeler la philosophie qui nous anime depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années et sur lesquelles j'en fais aussi un vrai sujet, à savoir le gel complet de ces taux depuis maintenant plus de 10 ans et cette année encore. Moi, je vous propose de voter ces taux stables, sans augmentation, tout en sachant clairement que le contexte extérieur nous amène à des efforts de gestion constants pour pouvoir tenir cet engagement. Donc il ne s'agit pas, comme on peut le lire de ci, de là, et pas forcément cohérent, de quelque chose de naturel, de spontané. L'effet du Covid-19 cette année va nous amener, nous l'examinerons bien évidemment lors du compte administratif et surtout du budget supplémentaire au prochain conseil municipal, à des pertes de recettes ou à des dépenses supplémentaires non négligeables. Cela ne nous fera cependant pas dévier d'un pouce de nos engagements sur le maintien des taux. C'est bien notre bonne gestion et nos économies de gestion permanentes qui nous permettront de faire face à cette crise et de l'assurer sans faillir. Donc je vous propose de voter les taux pour 2020 à hauteur de 19,97% sur la taxe d'habitation, 30,96% sur le foncier bâti, 62,35% sur le foncier non bâti, qui représente qu'une petite partie. La partie la plus importante, ne nous l'aurons pas, c'est bien le foncier bâti, que ce soit pour les particuliers, mais surtout pour les entreprises. Stables, comme ils le resteront. Pour compléter les propos de Jean-Michel Bousquet, effectivement, l'ensemble des collectivités, alors bien sûr, nous c'est le cas au Haillan, mais c'est aussi le cas à la métropole où on n'est plus du tout sur les mêmes budgets et les blocages des fonds d'urgence multiples font qu'on va s'interroger sans doute très prochainement, dès l'installation du nouveau conseil de métropole, sur
certains investissements qu'on ne pourra peut-être pas faire, ou en tout cas pas dans les délais qui étaient initialement prévus. Donc clairement, cette crise sanitaire va avoir des impacts à long terme, bien évidemment pour les entreprises, bien évidemment pour leurs salariés, mais aussi pour les collectivités locales. Donc nous vous proposons de voter donc, ce qui était un engagement de campagne que nous tenons donc, c'est-à-dire la stabilité des taux. Y a-t-il éventuellement des questions ou des remarques avant que nous passions au vote? Non, je ne vois pas de demande de parole. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, nous le votons à l'unanimité. Délibération 21-20, l'entrepôt, rémunération des intermittents du spectacle. Rapporteur Martine Gallès. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de sa programmation culturelle ou de ses animations, la ville embauche régulièrement des intermittents du spectacle, artistes ou techniciens, contrat pour chacun d'entre eux avec le guichet unique du spectacle occasionnel, le GUSSO. Les rémunérations des intermittents avaient été fixées par délibération du 27 juin 2018. Il est proposé de revaloriser ces rémunérations prévues au budget annexe. Les rémunérations nettes sont fixées conformément au tableau ci-dessous, auxquelles s'ajouteront les charges légales à la charge de la collectivité. Donc on va voir les types d'intervenants et les modalités de rémunération. Régisseur, 16 € brut l'heure. Régisseur, 192 € brut, forfait journée. Technicien, son, lumière, plateau, 14,50 € brut l'heure. Technicien, 174 € brut journée. Et les artistes, au cachet. De plus, conformément aux pratiques des salles de spectacle, les repas des intermittents seront pris en charge le soir par l'entrepôt pour un montant maximum de 12 € par repas. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d'approuver ces montants de rémunération et la prise en charge des repas les soirs de spectacle pour les intermittents du spectacle, artistes ou techniciens. De prendre note que M. Corneau Manuel, titulaire de la licence d'entrepreneur du spectacle pour le compte de la ville du Haillan, sera habilité à signer le contrat d'engagement à durée déterminée de ces intervenants, intermittents, artistes, sur ces bases. Alors pour compléter les propos de Madame Gallès, en fait, vous avez pu sans doute entendre dans la presse qu'effectivement, la crise sanitaire et le confinement a obligé la plupart des programmateurs, tourneurs, etc. à arrêter net toute activité. Et bien sûr, les intermittents qui travaillent dans ce domaine-là ont été directement impactés. Donc il s'est trouvé qu'ils se sont mobilisés à l'échelle nationale pour obtenir notamment des indemnisations et que dans le même temps, ici au Haillan, nous avions constaté que nos pratiques tarifaires et la rémunération donc, de ces intermittents étaient un peu en dessous de ce qui se pratiquait habituellement dans des salles équivalentes. Donc plutôt que de faire le choix de faire un coup, c'est-à-dire de leur donner une aide financière en une seule fois, nous avons privilégié plutôt une augmentation de leur rémunération, donc soit journalière, soit à l'heure, de manière à s'aligner sur ce qui se fait habituellement donc, dans les autres salles et d'assurer ainsi à ces intermittents un revenu un peu plus stable. Voilà la raison de cette délibération. Avez-vous des questions ou des remarques? Madame Tiquet, à vous la parole. Oui, merci. Concernant les repas qui sont délivrés par l'entrepôt le soir, est-ce que c'est vraiment l'entrepôt qui cuisine sur place ou est-ce que vous avez recours à des restaurateurs éventuels sur la commune? Et ne serait-il pas judicieux, justement, pour compenser la perte de revenus qu'ils ont eue lors de cette crise sanitaire, de demander aux restaurateurs, à tour de rôle, de justement fournir ces repas? C'est déjà le cas. C'est comme ça que la salle pratique, c'est-à-dire qu'elle fait travailler effectivement les restaurateurs locaux
Alors soit en amenant sur site les artistes notamment après la prestation, soit sur certaines manifestations en leur demandant de venir pour vendre par exemple. Là, c'est pas pour les intermittents en l'occurrence, c'est plutôt pour le public. Mais ça se pratique déjà. Voilà. Et ça continuera à se pratiquer. Il n'y a aucune raison qu'on continue pas. On a tout intérêt effectivement à faire travailler, même si, je le dis, on est quand même un peu borderline, puisque si on faisait les choses bien comme il faut, il faudrait qu'on compare, qu'on fasse des appels d'offres, etc. C'est pas la pratique habituelle des salles de spectacle. En général, effectivement, elles essaient de travailler avec le réseau local des restaurateurs. Donc c'était comme ça avant et ça continuera ainsi pour la suite. Voilà. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions ou des remarques sur ce sujet, sur cette délibération? Nous pouvons passer donc au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 22-20. Mise à disposition d'un agent municipal au sein de l'établissement public administratif La Source, Haut-Hayan. Rapporteur Daniel Duclos. Bonsoir à tous. Par délibération en date du 27 mars 2019, le Conseil municipal a autorisé la mise à disposition d'un agent municipal auprès de l'établissement public administratif Centre social La Source au 15 avril 2019, afin de faciliter le fonctionnement et l'évolution de cette structure. Cet agent titulaire au grade d'adjoint d'animation principale de première classe, interviendra à temps plein au sein de l'EPA. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition auprès de l'EPA à compter du 15 avril 2020 d'un adjoint d'animation principale première classe de la collectivité à raison de 36 heures hebdomadaires pour 1 an, et d'autoriser Madame le maire à signer avec l'établissement public concerné la convention de mise à disposition selon les modalités précitées. Merci Monsieur Duclos. Il s'agit donc là aussi d'une délibération que nous passons donc tous les ans, puisque cet agent est mis à disposition du centre social déjà depuis plusieurs années. Mais nous devons donc tous les ans passer la délibération. Avez-vous des questions ou des remarques? Monsieur Bonneau, appuyez sur le petit bouton. Petite remarque, dans la mesure où c'est quelque chose que vous renouvelez d'année en année, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, parce que peut-être que la source en a la possibilité après, de l'intégrer définitivement à cette association? Alors, je crois que réglementairement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, Oui. je crois. Parce qu'en fait, il est fonctionnaire, lui, il est titulaire de la fonction publique territoriale, ce qui n'est pas le cas, a priori, de nos salariés de la source, si je me souviens bien. Et donc, ils ne sont pas sur le même, ils sont pas sous le même régime. Donc, Voilà. c'est pas envisageable. Pour l'instant, c'est pas envisageable. Et enfin, je ne vois, cet agent n'aurait pas forcément intérêt à le faire, puisqu'il perdrait le bénéfice de son statut de fonctionnaire. Alors peut-être qu'il y gagnerait en termes de rémunération, ça je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il n'aurait plus le même régime. Voilà. Avez-vous d'autres questions ou des remarques sur cette délibération? Pouvons-nous passer au vote? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 23-20. Attribution d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant la crise sanitaire. Rapporteur Daniel Duclos. Le décret 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents de la fonction publique territoriale soumis à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité du service public dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré faire face à l'épidémie Covid-19. La phrase est longue. Prévoir la possibilité de verser une prime exceptionnelle aux agents fonctionnaires et contractuels de droit public qui ont été particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence, c'est-à-dire les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des suggestions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis, pour assurer la continuité du fonctionnement des services
conduit à un surcroît significatif de travail. Il appartient donc à l'autorité territoriale de définir les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement et de faire établir l'arrêté municipal de versement correspondant. Dans ces conditions, la ville décide de fixer le plafond de 500 € maximum par agent pour la période et versé en une seule fois. Le montant attribué par agent sera fonction du nombre de jours de présence. Les agents concernés par cette prime sont tous les agents de la commune ayant été présents, à l'exception de l'encadrement supérieur, directeur général des services et chefs de pôle. Sont exclus aussi du bénéfice de la prime les agents qui ont travaillé en télétravail et ceux qui n'ont pas travaillé durant cette période. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de fixer les conditions de versement suivantes. Les bénéficiaires sont les agents publics ayant assuré un présentiel selon un planning défini, régulier et validé dans le cadre du plan de continuité d'activité. La situation de chaque agent, en lien avec le responsable de service, sera examinée afin de déterminer les bénéficiaires. Les cadres supérieurs, à savoir le DGS et les chefs de pôle, dont la mission comprend la disponibilité en situation de crise, ne sont pas bénéficiaires de cette prime exceptionnelle. Le versement est unique et effectué en une seule fois, plafonné à 500 € par agent pour la période et interviendra après modification technique par l'éditeur du logiciel de paye. Merci Monsieur Duclos pour cette délibération très complète. Vous dire, et vous en avez sans doute entendu parler, qu'effectivement cette prime a été versée quasiment par l'ensemble des collectivités. Ça a fait l'objet de débats aussi, par exemple, au sein de la métropole, pour savoir quels étaient les personnels qui étaient allés, entre guillemets, au front, pour utiliser une terminologie un peu guerrière, en tout cas c'est ce qui s'était ou avait été mis, entre guillemets, en danger. Et donc, effectivement, la plupart des collectivités sont parties sur cette base de primes avec des montants un peu différents, de manière à les aligner plus ou moins sur ce qui a pu être fait pour les personnels de santé en particulier. Avez-vous des questions ou des remarques? Monsieur Bonneau, allez-y. Bien évidemment, nous voterons pour cette délibération. Simplement, à cet instant, est-ce que vous savez combien ça représente en termes de somme, de plafond, et de combien de personnes ça concerne? Alors, le nombre de personnes, je ne sais pas, je me tourne vers le DGS. Voilà, une soixantaine. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça peut représenter, sachant que tout le monde ne touchera pas 500. Voilà, que c'est vraiment un plafond. Voilà. Donc, on est en train de finir le pointage exact. Voilà. Avez-vous d'autres questions ou demandes de précision sur ce sujet? Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Je vous propose donc que nous votions cette prime. Y a-t-il des votes contre? A priori non. Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Merci pour eux. Délibération 24-20. Maintien du régime indemnitaire et du versement de la prime annuelle sur la période de référence liée à la crise sanitaire. Rapporteur Daniel Duclos. La crise sanitaire et la période particulière de confinement a entraîné des situations de fonctionnement et de position administrative inédites pour la totalité des agents du service public. Dans ce cadre-là, les rémunérations de base ont continué à être versées conformément aux statuts et aux directives nationales. La question du régime indemnitaire et de la prime annuelle est à dissocier de la rémunération de base. En effet, ces dispositifs sont partiellement liés à la notion de service et présence effective. Certains agents ont subi un éloignement du service pour des raisons de santé, de précaution ou de cessation d'activité. Cela n'a pas remis en cause leur disponibilité en cas de besoin. Dès lors, il convenait de maintenir la totalité du régime indemnitaire et le versement de la prime annuelle
pour la totalité des agents, eux y compris ceux positionnés en autorisation exceptionnelle d'absence. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de fixer les conditions suivantes. Pendant la crise sanitaire, la totalité du régime indemnitaire est maintenue pour tous les agents de la collectivité concernée. La prime annuelle versée pour moitié en juin et novembre, qui s'appuie sur une période de référence semestrielle, est maintenue. La situation des agents pour toute position administrative relève de la notion d'activité. Les agents en arrêt maladie traditionnels sont soumis au régime de droit commun, tous statuts confondus. Voilà, vous l'aurez compris, c'est bien sûr aussi une mesure sociale, hein, au-delà d'une mesure purement réglementaire, parce que ces agents n'ont pas choisi de ne pas travailler. Et les amputés de leur régime indemnitaire signifiaient derrière aussi une baisse de revenus tout à fait conséquente pour un certain nombre d'entre eux. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non. Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc nous l'adoptons à l'unanimité. Délibération 25-20. Modification et actualisation du tableau des effectifs. Rapporteur Daniel Duclos. Alors, l'évolution des missions et des compétences nécessaires à leur réalisation, l'augmentation de la population ainsi que la mobilité des personnels nécessitent de modifier et d'actualiser le tableau des effectifs. Le contexte particulier lié à la crise sanitaire n'a pas permis d'organiser de conseil municipal, mais les collectivités étaient autorisées à recruter et à régulariser ensuite leur tableau des effectifs. Il s'agit donc là d'une procédure exceptionnelle. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal de décider la création du poste suivant au 1er mai 2020, adjoint technique à temps complet, un poste, et de préciser que la dépense correspondante sera imputée sur le budget de l'exercice en cours et les suivants. Merci Monsieur Duclos. Avez-vous des questions sur cette délibération? Alors, je vois Madame Agelo qui s'affiche, donc je suppose que c'est Monsieur Bonneau. Alors attendez, parce que ça y est, c'est bon. Quelle sera sa mission? Quel statut va-t-il avoir? Et l'autre question, c'est à quel niveau va-t-il venir en aide au niveau du directeur technique actuel? Alors, Monsieur Duclos va vous répondre, mais il faut qu'il me demande. Alors, il s'agit tout simplement du remplacement d'un agent qui est parti à la retraite. C'était un de nos gardiens qui a été remplacé par un autre gardien, mais qui n'avait pas le même statut. Voilà. C'est pour ça qu'on est obligé de créer le poste. Ouais, allez-y. Je m'autorise juste à rajouter qu'il aurait été peut-être judicieux de le rajouter on aurait évité une question si ça avait été précisé dans la... Alors, je crois que c'est pas comme ça qu'on le fait habituellement. En général, on vous le donne à la demande. D'accord. Voilà. Monsieur Bousquet, vous voulez prendre la parole? Allez-y, je vous donne. Alors, attendez, c'est compliqué, je vais y arriver. Oui. Ça y est, c'est bon. Non, sur le plan statutaire, en fait, le poste qui est créé, on crée un poste adossé à un grade. On ne crée pas une fonction. Ce qui veut dire qu'en fait, au tableau des effectifs figure un poste adossé à un grade. Et de ce fait, on pourrait très bien envisager dans l'avenir que ce gardien soit remplacé par un menuisier ou par un électricien qui ne nous amènerait pas à faire de modification du tableau des effectifs. On ne peut pas le flécher réglementairement parlant. Par contre, on peut l'évoquer et répondre à vos questions, bien entendu. Voilà. Est-ce que la réponse vous convient, Monsieur Bonneau? C'est bon? Alors, je vous propose que nous passions au vote. Ah non, j'ai une demande de parole de Madame Tiquet, pardon. Allez-y. Oui, merci. Quand on parle de tableau des effectifs, alors c'est peut-être une déformation professionnelle. Pour moi, un tableau, c'est un réel tableau. C'est pas une ligne nous disant qu'il y a l'adjonction d'un poste. Est-ce qu'il serait possible d'obtenir le tableau réel des effectifs en fonction des services? Je vais laisser Monsieur Bousquet vous répondre. Alors,
Le tableau des effectifs, j'entends tout à fait votre question. Mon demi-sourire n'est pas lié absolument pas à la question, mais plutôt à la façon dont je vais essayer de vous expliquer la réponse. En fait, non, pourquoi je veux dire, non, c'est quelque chose de très réglementaire dans la fonction publique territoriale, et je vous cache pas que c'est quelque chose d'assez étanche. À savoir qu'en fait, il y a plusieurs tableaux des effectifs au sens réglementaire du terme. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas entendre le tableau des effectifs au titre du Code général des collectivités territoriales comme une liste des agents, mais bien comme une liste d'emplois, certains titulaires et permanents, d'autres titulaires non permanents, d'autres non titulaires non permanents et d'autres non titulaires permanents. Pour faire simple, et si vraiment c'est un sujet à approfondir techniquement, ça nécessite plusieurs heures pour réexpliquer, rentrer dans le détail de comment ça fonctionne. Je ne vous cache pas, c'est très étanche. C'est pas pour autant un refus de le faire, mais c'est pas la liste des agents. C'est beaucoup plus complexe que ça. On peut très bien avoir un volume de postes légèrement supérieur au nombre d'agents effectifs, ce qui nous permet d'avoir des postes, donc un tableau des effectifs dont certains postes ne sont non fournis, non pourvus, pardon, mais qui nous permettent par exemple de réajuster une évolution de grade ponctuellement. De la même façon qu'on peut avoir des créations de postes parce que le poste change de type statutaire, je dirais emploi permanent, titulaire permanent à titulaire non permanent, enfin c'est assez étanche. Donc on a des chiffres qui peuvent fluctuer alors qu'en fait l'effectif ne change pas. C'est un sujet que nous pourrons réaborder, ce serait trop long à aborder en conseil, mais c'est quelque chose qu'on peut aborder soit en commission, soit en aparté. C'est un élément effectivement complexe, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une simple liste. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ouvre quand on crée un poste comme ça en conseil municipal, en fait, on ouvre une boîte, on ouvre une case, mais la case n'est pas nécessairement remplie par un agent. On peut être amené, par exemple, on sait qu'on va avoir à recruter, je vous dis n'importe quoi, ça va être le cas là très prochainement, un chargé de mission développement durable. Mais au moment où on va lancer les recrutements, on ne sait pas forcément si cette personne va arriver du privé ou si elle va arriver, par exemple, de la fonction publique territoriale. Et on ne sait pas si elle arrive de la fonction publique territoriale, avec quel type de poste elle avait avant. Est-ce qu'elle sera adjointe technique, etc., etc. Donc on peut être amené parfois à ouvrir, à créer 4 ou 5 postes pour être sûr qu'il va tomber dans l'une de ces cases. Pourquoi ? Parce que si ce n'est pas le cas, nous ne pourrons pas l'embaucher. On sera obligé d'attendre le conseil municipal suivant pour ouvrir la case dans laquelle on va pouvoir mettre l'agent. Est-ce que je me suis exprimée clairement, voilà. Donc c'est effectivement assez subtil et c'est très différent de ce qui se pratique en fait dans le privé. Et c'est vrai que c'est souvent un peu perturbant et difficile à comprendre. Monsieur Bousquet, vous voulez compléter ? Pour répondre tout au moins sur le plan formel, là c'était pour vous expliquer. Sur le plan formel, le tableau des effectifs est joint annuellement avec le vote du budget. C'est une obligation légale à laquelle nous souscrivons bien évidemment avec enthousiasme, mais qui ne facilite pas pour autant la compréhension de comment ça marche. C'est pour ça que j'ai dissocié les deux, que je préférais vous répondre qualitativement avant de vous répondre réglementairement. Y a-t-il d'autres questions ou remarques sur ce sujet ? C'est bon, on considère qu'on peut passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre ? Non. Y a-t-il des abstentions ? Donc 4 abstentions. Donc notre délibération donc est adoptée. Donc ce conseil est terminé. Nous vous donnons rendez-vous donc le 1er juillet prochain à 18h30 ici même pour ce qui sera notre conseil d'avant-été. Voilà, merci à tous.